dans cette session réservée aux instituts. Cette session est réservée aux institutions de gouvernance foncière et réformes administratives efficaces reflétant le patrimoine culturel de l'Afrique. Nous aurons 4 intervenants au cours de cette session. La première intervention de l'Afrique du Nord, du Maroc, par le professeur Abdelwahed Al-Idrissi. La seconde porte sur la question d'identité dans le système de planification urbaine au Maroc. La seconde participation portera sur le renforcement des capacités des jeunes en gouvernance foncière. Quels avantages au processus d'héritage en Afrique, par Innocent Antoine Odigi et Grace Ananda, donc de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin. La troisième intervention sera sur les observatoires fonciers en contexte africain, les outils pour la promotion d'une bonne gouvernance foncière, par M. Quentin Griselin, donc du CIRAD, et la quatrième présentation sur la gouvernance foncière et respect des us et coutumes de la tradition au Mali, le cas de la commune du Mandé par le professeur Dr Mamadou Komari. Donc, nous allons débuter notre session en donnant la parole à notre cher ami, professeur Abdelwahed Al-Idrissi, qui va donc nous présenter la question d'identité dans le système de planification urbaine au Maroc. C'est Abdelwahed, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez demandé, donc je vais me présenter. Je suis Abdelwahed Al-Idrissi, enseignant-chercheur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme de Rabat, au Maroc. Je suis expert auprès d'un certain nombre d'institutions, notamment le Conseil économique, social et environnemental en tant qu'expert externe. Voilà, donc j'ai eu un passage dans le secteur privé, également dans l'administration en tant que directeur par intérim d'une agence urbaine, c'est l'agence d'urbanisme, avant d'intégrer l'enseignement supérieur. Voilà, brièvement. J'ai l'honneur et j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette réflexion autour d'une question que je considère extrêmement importante. Donc, je fais en marche mon chronomètre pour respecter le temps imparti à la présentation. Je répète une thématique que je considère extrêmement importante puisqu'elle porte sur l'identité dans le système de la planification urbaine au Maroc. Cette réflexion est articulée autour de 4 points essentiels, à savoir l'identité urbaine au-delà des concepts, c'est-à-dire l'importance elle-même de l'identité urbaine au-delà de la délimitation théorique du concept, puis l'identité urbaine comme interface entre regard rétrospectif et vision prospective. On se pose toujours la question, lorsqu'on parle de l'identité des patrimoines, si on est dans la vision rétrospective ou on est dans la prospective. La lisibilité, la question de la lisibilité de la ville à travers les repères identitaires de la ville. Et le dernier point, c'est l'essentiel de la réflexion portant sur l'identité comme facteur déterminant, comme élément déterminant en matière de planification urbaine. J'aimerais bien souligner au départ que l'identité urbaine et culturelle est un concept extrêmement intéressant et décisif dans les réflexions sur le passé, le présent, mais également sur le futur des espaces et des territoires. Et cette identité stimule un questionnement à aspect sociopolitique, spatial, économique, culturel et philosophique. C'est-à-dire, on est au cœur de tout projet de société qui puise ou qui peut puiser de l'authenticité du pays, des composantes culturelles identitaires et des valeurs de l'homme et des territoires.
Le concept, il est important puisqu'il implique des représentations socioculturelles et socio-spatiales même, qu'on se fait des lieux, qu'on se fait des territoires, qu'on se fait de la société, également de leur trajectoire au fil de l'histoire. On construit une image chargée d'âme et de sens qu'on se donne aux édifices physiques et sociaux. Et le plus important, c'est que l'identité est un stimulus, ça constitue un stimulus de lien reliant l'individu tant à sa collectivité qu'à son territoire. C'est ce qui permet de souligner que l'urbain exprime les caractéristiques d'une population, ses us et coutumes, son savoir-faire, ses principes de conception de l'espace, sa perception à l'égard du territoire et de la vie, de son savoir-être, etc. Mais lorsqu'on fait une analyse urbaine, l'identité, je dirais, constitue un élément important puisqu'on analyse les composantes identitaires de la ville, ce qui permet de déceler les strates urbaines. Et chaque strate, chaque composante urbaine témoigne sur une époque ou événement, sur la nature de la gouvernance, sur la portée des limites des libertés publiques, sur les traits saillants des politiques publiques, etc. Donc, on fait le lien de l'identité au système de la planification urbaine pour poser la question majeure suivante. Comment peut-on, à travers un acte de planification urbaine, un document d'urbanisme, un plan d'aménagement, un plan local de l'urbanisme, un SDO, un schéma directeur, comment peut-on, à travers un tel acte de planification urbaine, valoriser la ville comme forme porteuse de sens, de valeurs et partant de potentiel de développement? Il n'est pas question, dans ce sens, d'exalter une symbolique urbaine, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de faire de l'identité un élément essentiel et un moteur en matière de développement, en matière d'émergence économique et de positionnement territorial. L'essentiel, c'est de créer un cadrage pour la création d'une ville compétitive, intégrative, inclusive, mais également ayant sa propre identité. C'est-à-dire, il ne faut pas sacrifier les aspects identitaires au profit d'un ordre fonctionnel. En même temps, il ne faut pas prévaloir des éléments de morphologie, d'esthétique sur l'efficacité de la planification urbaine. Mais la mise en valeur de l'identité urbaine dépasse, bien sûr, dans ce sens, elle dépasse le besoin de préservation des patrimoines. Il exige la mise en place des modalités d'intervention sur le plan socioculturel et économique. La question qui se pose entre le passé, le présent et l'avenir, entre les courants de pensée, les méthodes de l'urbanisme, est-ce qu'on est dans le fonctionnalisme excessif? Est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle le progressisme en matière de planification urbaine? Est-ce qu'on est dans le culturalisme, etc. On met le point déjà sur l'identité urbaine qui ne doit pas mener à un repli sur sa culture. C'est-à-dire, on ne va pas vivre dans un microcosme culturel, mais également la question d'identité, c'est une prise de conscience vis-à-vis du magma culturel transnational, et c'est une arme pour affronter la mondialisation, éviter toute image de soi. L'effacement, bien sûr, l'effacement de ses facultés, de ses spécificités, c'est une image de soi. L'analyse, dans ce sens, l'analyse des dynamiques urbaines résulte des effets réciproques de l'espace et de la société. Ces dynamiques, ils reflètent un mariage entre le passé, le présent et l'avenir. Le passé, à l'évidence, continue à se prolonger dans le présent, également le présent dans le futur. Et le résultat, c'est que les semences de demain ont des signes précurseurs aujourd'hui. L'essentiel, c'est que les dynamiques s'activent pour multiplier les symbioses, les contradictions d'une réalité reflétant une culture aussi cosmopolite que socialement singulière. La liaison entre l'identité et la planification urbaine. C'est que la planification urbaine est concernée par l'histoire. Bien sûr, elle est concernée par l'histoire urbaine, parce que l'histoire urbaine, ça constitue, ça occupe une place centrale dans la recherche historique. L'histoire urbaine permet de révéler l'identité urbaine. Et tout acte de planification urbaine raisonnable, normalement, il ne doit pas perdre de vue les héritages urbains et architecturaux, et il doit s'attacher à répondre aux questions du présent et surtout se focaliser sur l'action qui engage l'avenir, c'est-à-dire il faut s'insérer dans la prospective. S'insérer dans la prospective et avoir une lisibilité de l'espace, c'est-à-dire
il ne faut pas tout simplement s'identifier aux logiques fonctionnalistes. Aux logiques fonctionnalistes, c'est-à-dire les logiques du courant fonctionnaliste, parce que malheureusement, dans plusieurs pays du Sud, on continue à reconduire les principes et les règles de l'urbanisme fonctionnel qui génèrent à l'échelle nationale, malheureusement, bon, au Maroc, depuis plus d'un siècle, une crise d'identité, d'expression culturelle, mais également une crise d'efficacité. Puisque je ne peux pas m'arrêter sur ce courant de pensée, ces principes, ces règles, etc. Comment on considère l'homme type, prototype humain partout dans le monde ayant les mêmes besoins, etc. Le paysage urbain au Maroc ne manque pas, bien sûr, de villes et de sites qui étincellent, qui brillent. Nous avons énormément de patrimoine, beaucoup de richesses. Malheureusement, le paysage urbain, malheureusement, est altéré par une certaine banalité due aux tournants et tourments marquant le parcours de la planification urbaine au niveau national, parce que ça a été lié par les empreintes, je dirais les empreintes de la puissance coloniale, et on a tendance à une standardisation de l'espace sans repère identitaire et sans lisibilité de l'espace, puisqu'on utilisait tout le temps les principes et les règles du fonctionnalisme. Donc, il est capital de rendre l'identité à l'espace. À mon sens, et il faut nouer entre les dimensions culturelles et les dynamiques économiques et socio-spatiales. Il est nécessaire également de faire de la recherche sur la compétitivité urbaine un travail qui va de pair avec l'identité locale, la cohésion sociale et la cohérence territoriale. Et je souligne d'une manière très forte que toute négligence de la question d'identité dans la planification urbaine ne peut qu'aboutir à des plans déboussolés, d'une ligne de vision prospective. Donc la planification, à mon sens, doit accorder une place centrale aux repères identitaires et à la lisibilité tant spatiale que culturelle de la ville. Bien sûr, la voirie, la trame de voirie, la structure de la voirie en échiquier, en damier circulaire, rayonnant, radio concentrique, etc. Les places publiques, les équipements phares, tous ils constituent de repères identitaires lorsqu'ils sont singularisés. Il estime des valeurs culturelles de l'homme et de l'urbain sont des préalables, dans ce sens, sont des préalables à la postérité des territoires. La lisibilité urbaine résulte de la hiérarchisation, de la répartition de ces centralités, qui dit les centralités, on parle de multicentralité de la ville, qui stimule normalement une multipolarité de l'espace. Cette multicentralité définit le degré de perceptibilité chez la population, c'est-à-dire la lisibilité, ça augmente avec la multicentralité à travers les repères identitaires, à travers également la lumière. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire la lumière, on peut l'utiliser comme moyen de valorisation des repères identitaires et de lisibilité de la ville. Malheureusement, on ne fait pas de l'aménagement lumière un outil essentiel en matière de planification urbaine, parce qu'il y a l'urbanisme lumière, il y a l'aménagement lumière qui structure le paysage nocturne, qui permet d'hiérarchiser les éléments urbains, qui permet de révéler l'identité nocturne propre à chaque ville. Et bien sûr, cet urbanisme lumière constitue aujourd'hui une nécessité, un vecteur de développement et un outil révélateur de l'identité, de lisibilité de l'espace. Et bien sûr, il y a des outils, il y a des outils de conception de la lumière. On parle de SDAL, de schéma directeur d'aménagement lumière. À l'échelle nationale, Casablanca est doté aujourd'hui des premiers SDAL au niveau national. Il y a également le plan lumière, comme c'est le plan d'aménagement par rapport au SDO, comme le PLU par rapport au SCOT, c'est-à-dire un zoom sur des quartiers. Et bien sûr, il y a une charte lumière pour avoir cette cohérence et ce développement intégré. Si Abdouahed, vous avez 3 minutes. Très bien, c'est le dernier point. Donc, le dernier point, c'est-à-dire l'identité comme déterminant en matière de planification urbaine. L'identité urbaine doit être protégée et valorisée par la loi. Bien sûr, nous avons le SDO, le plan d'aménagement qui doit définir les emplacements réservés aux sites patrimoniaux, etc., etc. Il y a un autre plan, c'est le plan de rénovation urbaine qui vise à préserver le patrimoine architectural et civilisationnel. Également, au niveau de la gestion urbaine, à travers les autorisations, ça permet également de protéger cette identité
à travers la préservation des sites classés, des monuments, etc. Mais malheureusement, la règle de droit ne produit pas purement et simplement ses effets dans la réalité. Donc, il est difficile d'élaborer un document d'urbanisme pour un espace, disons, paré, sans identité claire. Il faut définir l'identité pour pouvoir planifier. L'identité constitue un jalon décisif pour la conception urbanistique. L'identité aide à décerner les fonctions urbaines sur lesquelles le développement économique socio-spatial sera misé. Et l'urbanisme identitaire repose sur des principes et règles très claires. On a besoin d'une méthode de l'urbanisme articulée autour de la stylisation de l'urbain, c'est-à-dire doit avoir son propre style en matière de planification urbaine. Cette stylisation ne se confine pas à des ornementations, des éléments esthétiques, non. La stylisation, c'est une logique qui se situe moins au niveau de la dénotation artistique des formes qu'à celui des connotations patrimoniales et civilisationnelles de l'espace et de la société. La stylisation puise dans l'histoire et l'âme de l'espace pour articuler le projet de ville autour de son identité. Au bout du compte, l'ambition est de construire un renouveau en matière de conception des espaces urbains et faire de l'identité urbaine un enjeu capital à ériger en idéal social. En idéal social, c'est-à-dire il faut faire de tout ça des idéaux sociaux en matière de planification urbaine. Malheureusement, l'identité est soumise au défi d'ancrage dans le système de planification urbaine. Il y a beaucoup de rattrapage à faire, puisqu'il y a beaucoup de richesses, les murailles, les places, les lieux de culte, etc. L'espace marocain regorge de telles richesses. La question du centrage ou du recentrage de l'identité urbaine ne doit pas rester un phénomène dans le domaine de planification urbaine. La perception d'un espace identitaire convivial et compétitif mérite d'être ancrée dans les processus de réflexion sur le devenir de la ville pour ainsi conclure et dire que si l'homme jouit des droits de vivre dans un espace décent, équilibré, l'effacement de son identité, la banalisation en termes de planification urbaine constituent des atteintes à ce droit. Donc, on a droit à des espaces identitaires, une planification qui permet de lier la culture à l'espace, la compétitivité économique aux dimensions culturelles et socio-spatiales. Et je termine par dire que la planification urbaine est le reflet des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat dit foncier. Et toute modulation à cet égard est appréciée comme construction des politiques urbaines. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas fait trop vite. Très bien. Merci infiniment. Idrissi, vous étiez parfait au niveau du temps. Donc, je vous remercie pour cette présentation claire, donc, qui présente le problème de l'identité urbaine au niveau de la planification. Au niveau du Maroc, je pense que c'est au niveau de beaucoup de pays, le problème se pose. Donc, comment faire en sorte de tenir compte de l'identité au niveau de la planification, en ne restant pas au niveau fonctionnel, mais en tenant compte de tout l'héritage que peut contenir l'espace urbain. Nous aurons une demi-heure à la fin des présentations pour des sessions de questions-réponses. Donc, je diffère les questions-réponses à la fin des présentations. Donc, j'appelle les intervenants à noter à poser leurs questions au niveau du chat. Hein. Donc, on pourra même, au niveau de présentations autorisées, des questions vidéo. Donc, sans plus tarder, et en remerciant Abouhed, j'appelle deuxième intervenant, M. Innocent Antoine Ouidiji, donc qui va présenter le renforcement des capacités des jeunes en gouvernance foncière, quels avantages au processus d'héritage en Afrique, donc une question fondamentale qui intéresse les jeunes et leurs interventions dans le contexte de la gouvernance foncière. Innocent, vous m'entendez? Innocent, vous êtes en mute. Innocent? Je vous entends, merci. Ok, vous pouvez télécharger votre présentation et vous avez la parole, s'il vous plaît.
j'appelle les participants à désactiver leur son, s'il vous plaît, pour éviter des interférences avec l'intervenant. Merci infiniment à chacun. Vous mettez en plein écran, s'il vous plaît. Voilà. Tout le monde voit mon écran? On le voit, mais il n'est pas... Oui, c'est bon, maintenant, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est en train... Il y a du bruit là. C'est pour ça que j'ai demandé de... Merci beaucoup. Je peux démarrer. Hein? Votre micro est coupé. Alors, je suis Rudy Innocent Antoine. Je suis le directeur exécutif de YILA, Youth Initiative for Land in Africa, une organisation qui aujourd'hui a des points focaux dans plus de 20 pays. Je remercie déjà tous les points focaux qui sont en ligne. Je remercie la Banque africaine de développement qui est également en ligne et les autres partenaires qui sont également en ligne. Alors, ici, il va s'agir donc de parler donc du renforcement de capacité des jeunes sensibles des jeunes sur la gouvernance foncière. Quel est l'avantage pour le processus d'héritage en Afrique? Je présenterai donc ce document en rapport avec Grace Ananda, qui est avec moi et qui va prendre le train en marche. Wow. Est-ce que vous pouvez partager mon écran de votre côté parce que j'ai un petit souci de défilement là? I'm asking our technical assistants, please, if you can help on this, the co-host. Quelqu'un peut nous aider à défiler, s'il vous plaît? Yes. The technical assistance. Est-ce que quelqu'un a ma présentation pour défiler? Can you please help with the presentation? You have some problem sharing the presentation? Ou bien, si un autre intervenant peut venir d'abord, et là, ça va nous permettre de gagner du temps. Est-ce que tu as fermé toutes les applications? Oui. Tu as mis le PowerPoint? Oui. Tu as téléchargé le PowerPoint? Oui. Et tu partages en mode écran? Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Tu refais, s'il te plaît, tu relances. D'accord. Tu fermes toutes les applications, tu mets le PowerPoint et tu partages l'écran en mode fenêtre. Wow. Bon, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Allez, Merci beaucoup. Donc, on ira très vite. Voilà, donc notre présentation ici s'articule autour de la renforcement de capacité des jeunes sur la gouvernance foncière. Nous allons rapidement présenter le contexte. Ici, nous allons parler. Donc, nous voyons que 2 sur 3, 2 tiers des jeunes n'ont pas l'information. Et ceci a été justifié dans une étude de l'INSAE au niveau du Bénin et qui a montré que 31,2% des Béninois ont entendu parler donc, du titre foncier et estiment
qu'il permet de sécuriser la parcelle. Et à ce titre, nous voyons que le taux est un peu faible, mais aujourd'hui, le taux est un peu élevé compte tenu de la vulgarisation des tests qui existent. Maintenant, lorsque nous passons la deuxième justification, la méconnaissance des lois relatives à l'héritage. Donc, nous voyons qu'en Afrique, beaucoup de jeunes ne connaissent pas les dispositions des tests en matière de droits successoraux. Donc, il est important donc, de travailler à cet effet. Aussi, la demande d'expertise et de formation des jeunes travaillant dans ce secteur a augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de jeunes demandent à avoir des formations dans le secteur. Ce qui illustre, c'est que l'analyse du mode d'acquisition de la parcelle montre que 16,8% des parcelles ont été acquises par achat et 65,5% par héritage. Vous voyez déjà, 65,5% ont été acquis par héritage. Ça veut dire que nous devons travailler pour protéger les droits fonciers des jeunes et des femmes par héritage. Donc, il est important donc, de renforcer donc, la capacité donc, des experts ou des professionnels dans le secteur. Donc, ici, nous voyons quel est le processus. Quel est le processus. Mais avant ça, nous devons noter qu'il y a deux éléments fondamentaux. La première chose, c'est le manque d'information et de formation qui fait que les jeunes n'ont pas l'information pour défendre leurs droits d'héritage, leurs droits fonciers d'héritage. Et le deuxième élément, c'est les aspects culturels, les aspects de tradition, les aspects de collectivité, les aspects des familles qui font aujourd'hui que nous avons vraiment de difficultés. En tant que jeunes, nous avons vraiment de difficultés de défendre nos droits. Mais on dit que l'ignorance est un mal. Et pour cela, il faut que nous mettons en place un système pour renforcer la capacité des jeunes, pour leur permettre de connaître leurs droits et de connaître leurs devoirs, afin que les terres que les parents leur ont laissées, les grands-parents leur ont laissées, qu'ils puissent avoir la facilité de l'exploiter, avoir la capacité de la céder. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une plateforme au niveau de YILA qu'on appelle YILA Training Center. Et ce centre-là permet de former, d'informer et de renforcer les capacités donc, des jeunes professionnels dans le secteur pour que ces jeunes puissent également dupliquer ces savoirs au niveau des communautés. Et tel que vous le voyez déjà, c'est un modèle mis en place et ce modèle est celui des mentors, du mentorat et des ambassadeurs. Et lorsque nous voyons comment c'est fait, nous voyons que dans un premier temps, nous formons les jeunes. Ces jeunes formés vont transmettre en langue locale à la communauté ces formations. Et la communauté qui est constituée des leaders d'opinion, des autorités traditionnelles, des organisations de la société civile et autres, eux maintenant, ils vont assurer la diffusion de l'information et la protection des droits d'héritage des couches vulnérables, comme les enfants, comme les femmes, comme les jeunes, ainsi de suite. Mais l'avantage, lorsque le modèle là est appliqué, l'avantage est que nous voyons qu'il y a une réduction de l'influence des familles. Les familles n'influencent plus le droit d'héritage des jeunes et des femmes et des enfants. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, nous voyons que la loi sur le droit successoral est appliquée. La loi successorale est appliquée. La loi d'héritage est appliquée désormais. Ça veut dire quoi? Tout le monde connaît la loi, donc on ne peut que l'appliquer et faire le suivi de son application. L'autre chose, c'est que nous avons beaucoup de... les bonnes pratiques foncières désormais sont appliquées. C'est-à-dire que, par exemple, les autorités traditionnelles, désormais, ils ont des bonnes pratiques. Les jeunes ont de bonnes pratiques, par exemple, pour amener les autorités traditionnelles, les chefs de collectivité, à être plus flexibles et à laisser la terre et à transmettre ou à remettre l'héritage foncier qui revient donc à ces jeunes ou à ces enfants ou à ces femmes. Également, nous voyons qu'il y aura une augmentation du taux d'accès
à l'héritage foncier des femmes et des enfants et des jeunes. Donc, c'est un modèle que nous avons mis en place et qui est en train d'être développé et qui est fait prêt pour être appliqué. Donc, c'est ça le YILA Training Center. Alors, nous avons quelques recommandations. Les recommandations que nous avons voulu, c'est connaître les droits pour mieux les défendre et jouir pleinement. Donc, il faut connaître les droits, les défendre et mieux les jouir. Alors, comme recommandation numéro 1, c'est identifier les difficultés, c'est-à-dire les bonnes pratiques foncières et successorales, réaliser une étude sur les difficultés d'accès des femmes, des enfants et des jeunes et des autres couches vulnérables à l'héritage foncier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre département de recherche a déjà un programme pour développer des recherches en cette matière-là. Deuxième recommandation, nous devons former des ambassadeurs et des mentors de défense des droits successoraux des jeunes, des femmes, des enfants et des autres couches vulnérables. Défendre les droits, évidemment. Donc, la troisième recommandation, c'est de soutenir des gouvernements, le soutien des gouvernements. Nous avons besoin du soutien des gouvernements. Donc, les gouvernements et les institutions comme la Banque africaine de développement, comme la FAO, comme l'ANDESA, comme la GIZ, comme l'Union africaine, devraient aider, devraient sensibiliser les gouvernements pour que ces gouvernements-là puissent soutenir ce modèle de défense donc, des droits d'héritage, des droits fonciers, des droits d'héritage donc des jeunes et des femmes. Donc, à cet effet, nous devons créer des curricula de formation sur les défenses de droits successoraux en Afrique. Je crois que voilà les grands points. Par rapport au témoignage, je vais pouvoir laisser Grace Ananda pour que Grace Ananda revienne dessus pour terminer. Merci. Grace Ananda, you have... Merci, Innocent. Donc, Madame Grace, s'il vous plaît, dans le temps qui vous reste, vous avez encore 5 minutes. Thank you so much, everyone, for joining us today to discuss pertinent issues that are dear to my heart, issues to do with youth land governance and women land rights. I do not want to repeat what my colleague Innocent has mentioned. What I would just want to put more emphasis We have some problem. Grace. Hello. Grace, on n'entend plus votre collègue là. Grace, have you a problem, please? Alors, Grace pourra revenir, alors que ce que nous voyons ici, que nous allons rapidement partager avec vous, c'est Cécile Dosuyovo. Elle est productrice d'huile de palme, mère de 8 enfants. Au décès de son père, les proches ont pris des terres, ils ont vendu avec ses sœurs, elles ont réclamé leur héritage et sont allées voir le chef de village. On n'est que des sœurs, donc elles sont 6 sœurs. Et au décès de leur papa, et qui avait laissé 20 hectares, quand ils ont revendiqué, grâce au chef de village, vous voyez Cécile Dosuyovo et ses 6 sœurs n'ont pu récupérer que 6 hectares. N'ont pu récupérer que 6 hectares. Mais dans cette récupération, ils ont pu obtenir effectivement 1 hectare. Donc, ça veut dire que les 6 ont partagé 1 hectare, 1 hectare. Donc, vous voyez déjà, de 20 hectares, nous avons constaté que ce n'est que 6 hectares que ces femmes-là ont récupéré. Donc, et c'est grâce au chef de village. Donc, si ces femmes-là avaient connaissance et donc, de ces droits d'héritage, alors
ils ne seront pas victimes donc, de ce phénomène-là. Et imaginons, donc c'est pour ça que nous avons dit, c'est aussi le cas des enfants héritiers avec la grande famille. Donc les enfants sont marginalisés et n'ont pas accès. Les jeunes sont marginalisés avec la grande famille, n'ont pas accès. Donc ce que nous avons conclu, c'est connaître ces droits pour mieux les défendre et en jouir pleinement. Et c'est pour ça que notre plateforme YILA Training Center est née pour pouvoir renforcer la connaissance et renforcer la capacité des jeunes, des femmes, des enfants, des couches vulnérables à cet effet pour qu'on puisse réduire un tant soit peu ces difficultés d'accès aux droits d'héritage donc de ces couches pour lesquelles nous défendons les droits. Merci infiniment. Je ne sais pas si Grace est là. Elle pourra conclure et puis on va finir. Merci beaucoup, Monsieur Timoulaye. Merci beaucoup, Monsieur Innocent et Madame Grace. Je pense que Madame Grace est déconnectée. Le témoignage démontre de votre propos. Je pense que ça va soulever des questions, comme je l'ai dit à la fin des présentations. Donc, j'invite les participants à noter leurs questions. Vous mettez fin à votre partage écran, Innocente, pour qu'on puisse passer à la troisième participation. Donc, nous sommes arrivés à la troisième participation et il y a une intervention qui sera faite par M. Quentin Grislin sur les observatoires fonciers en contexte africain, des outils pour la promotion d'une gouvernance foncière. Donc, j'appelle M. Quentin à prendre la parole. Donc, je vois que l'écran est partagé, je ne le vois pas. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc, vous avez la parole. Vous vous présentez aux participants comme l'ont fait vos prédécesseurs. Et bon, vous avez 15 minutes pour votre présentation. Merci. Vous voyez bien mon écran? On le voit très, très bien. D'accord. OK. Bah, merci beaucoup. Donc, je suis Quentin Grislin. Je suis... Par contre, il y a un problème au niveau du son. Oui, là, vous m'entendez? On entend mieux. J'ai une connexion Internet qui est un petit peu instable, c'est pour ça. Mais là, est-ce que c'est mieux là? C'est mieux. Aussi tenu compte qu'on a l'interprétation simultanée. Donc, vous y allez doucement pour qu'on puisse vous suivre. Vous avez la parole. D'accord. Donc, je suis Quentin Grislin, doctorant en 3e année de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et accueilli au CIRAD à Montpellier. Et donc, ma présentation interroge les processus de mise en œuvre et d'opérationnalisation des observatoires fonciers en contexte africain et finalement pose la question de savoir dans quelle mesure les observatoires fonciers sont-ils des outils pour la promotion d'une bonne gouvernance foncière. Donc, ça fait un petit peu lien finalement avec aussi la présentation précédente de Innocent sur les questions du manque d'information ou encore des renforcements des connaissances. Un point de contexte un petit peu global, ces dernières décennies, on note que les crises alimentaires, écologiques ou énergétiques sont au cœur des agendas internationaux de développement. Il est difficile de passer une journée sans voir un livre, un débat ou un article de presse qui souligne l'urgence écologique, les enjeux de sécurité alimentaire ou encore la pression croissante sur les terres et les ressources qu'elles portent. Et donc, dans ce contexte, des gouvernements, des agences de développement, mais aussi des ONG, des organisations de la société civile, afin de prendre des décisions plus éclairées et de formuler des politiques fondées sur des données probantes. Et pour répondre à ces besoins en information et tenter d'éclairer les choix et aider à la décision, des observatoires ont émergé dans une multitude de domaines.
À travers la création de ces observatoires, qu'ils soient territoriaux, environnementaux ou du foncier agricole, il s'agirait donc de mettre en place dans la durée un dispositif socio-technique en réponse aux besoins en information d'une communauté d'acteurs et qui favorise la création de la connaissance pour l'aide à la décision et le suivi de l'action. Face à l'ampleur et à la diversité des enjeux fonciers actuels, tels que les acquisitions foncières à grande échelle, les processus de réforme foncière, les conflits fonciers ou encore la question de l'accès des jeunes et des femmes à la terre, le concept d'observatoire foncier a connu ces dernières années un indéniable succès dans le champ du développement et au sein du continent africain en particulier. En témoigne notamment la mise en œuvre des observatoires fonciers nationaux à Madagascar, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, au Sénégal ou encore au Mali et en Ouganda. Mais l'engouement pour le concept a été rapidement confronté aux questions de savoir comment passer de l'idée portée par quelques personnes à l'occasion d'un atelier, par exemple, à un dispositif en place et fonctionnel. Comment mettre en œuvre les observatoires fonciers et faire en sorte qu'ils perdurent sur le temps long et qui finalement deviennent des outils de promotion d'une bonne gouvernance foncière. Dans le cadre de notre recherche, nous nous inspirons de travaux en socio-anthropologie du développement et en sociologie de la traduction dans le but d'analyser les observatoires fonciers comme des innovations techniques et institutionnelles. Issue de la sociologie des sciences et des techniques, la sociologie de la traduction offre des grilles d'analyse sur ce qui fait le succès ou l'échec des tentatives d'innovation technique. Notre recherche s'appuie sur un travail empirique important, essentiellement qualitatif. Le choix du continent africain pour analyser les processus de mise en œuvre et d'opérationnalisation des observatoires fonciers en Afrique se justifie d'une part par l'engouement pour le concept dès le début des années 80, ainsi que nous l'avons identifié dans le cadre d'une étude sur les observatoires fonciers en Afrique, où nous avons donc identifié 18 observatoires fonciers en projet, abandonnés ou qui se sont concrétisés aux échelles locales, mais aussi nationales et régionales, faisant du continent africain un terrain d'enquête privilégié pour répondre à notre problématique de recherche. Enfin, notre recherche repose sur 3 types de production de données qualitatives, à savoir les sources écrites, notamment les documents de projet et les études de faisabilité relatives au projet d'observatoire foncier, mais aussi les entretiens et les observations à la fois participantes et non participantes. Dans un premier temps, je vais détailler la grille d'analyse que je vais mobiliser pour étudier les facteurs de succès et d'échec des processus de mise en œuvre et d'opérationnalisation des observatoires fonciers en Afrique. Donc, nous avons identifié au total 6 facteurs, dont 3 facteurs dits exogènes. Le premier concerne le contexte politique et institutionnel au sein duquel les observatoires fonciers émergent, tentent de se maintenir et de produire et diffuser de l'information. Le deuxième facteur concerne les acteurs de la mise en œuvre. Un projet d'observatoire foncier a une chance d'émerger et de se maintenir si il bénéficie d'un large réseau de soutien. Nos questionnements rejoignent ici l'analyse de David Moss, selon laquelle les projets n'échouent pas. Ce qui les fait échouer, c'est l'absence d'un réseau large de soutien et de validation. Le dernier facteur exogène que nous avons identifié concerne les financements. Le fait que les financements des projets d'observatoires fonciers, en particulier en Afrique, dépendent quasi exclusivement de ressources extérieures et donc limitées dans le temps, correspondant le plus souvent à un cycle de projet, soulève des questions relatives à l'indépendance des observatoires fonciers ainsi qu'à leur durabilité. Nous avons également identifié 3 facteurs endogènes à la démarche d'observatoire foncier. Tout d'abord, la question de l'équilibre entre l'exigence scientifique et opérationnelle. La démarche d'observatoire foncier doit répondre à une exigence de rigueur scientifique et méthodologique, en particulier dans la construction des indicateurs, dans la définition des méthodologies ou des outils de collecte des données, mais elle doit également répondre à une exigence d'opérationnalité, à savoir la nécessité de répondre aux attentes des acteurs du foncier dans leur diversité
et également à l'applicabilité du dispositif sur le terrain. Le deuxième facteur endogène concerne le montage institutionnel. Le choix de loger un observatoire foncier au sein de l'appareil d'État, d'une université ou d'une organisation de la société civile n'est pas neutre. Il a des impacts sur la vie quotidienne des observatoires fonciers, notamment en termes d'accès aux données, d'orientation des analyses ou encore d'image de l'observatoire. Enfin, le dernier facteur concerne la gouvernance. La démarche d'observatoire foncier implique le plus souvent un travail d'équipe en pluridisciplinarité, associant des acteurs aux intérêts parfois divergents, ce qui pose des difficultés de dialogue entre les disciplines ou de compromis entre les méthodes de recherche. Donc, je n'ai pas le temps de développer chacune des 6 entrées de notre grille d'analyse pour tous les observatoires fonciers étudiés, mais je vais aborder notamment les 3 facteurs endogènes, à savoir le contexte, les acteurs et les financements, pour illustrer un certain nombre de facteurs de succès et d'échec des observatoires fonciers en mobilisant les cas du Mali et de Madagascar. Donc, l'Observatoire du foncier à Madagascar a été créé en 2007 et 2 ans auparavant, en 2005, le gouvernement malgache a mis en œuvre une réforme foncière. C'est donc dans ce contexte de démarrage de la réforme que l'Observatoire du foncier à Madagascar a été créé dans le but de suivre et d'informer cette nouvelle politique foncière. Outre un contexte politique favorable marqué par le besoin en information émis par les décideurs, la mise en œuvre de l'Observatoire foncier a également bénéficié d'une connaissance au niveau national du rôle que pouvait jouer un observatoire. En effet, le pays a bénéficié de plusieurs expériences d'observatoires fructueuses pour suivre des problématiques socio-économiques au niveau national, avec notamment le réseau des observatoires ruraux à partir de 1995 et l'Observatoire du riz créé en 2005. Aussi, la mise en œuvre et l'opérationnalisation de l'Observatoire foncier à Madagascar a bénéficié d'un large réseau de soutien, incarné notamment par les acteurs de la recherche, en particulier de chercheurs du CIRAD qui ont contribué à la conceptualisation du dispositif et à la réalisation de l'étude de faisabilité, mais aussi par des acteurs prêts à financer le projet dans la durée. Tout d'abord, le Millennium Challenge Account dans un premier temps, mais également la Banque mondiale ou encore l'Union européenne. L'Observatoire a aussi bénéficié du support et de l'appui du ministère en charge du foncier, chargé de la maîtrise d'ouvrage du programme national foncier. Et d'ailleurs, l'Observatoire est rattaché au ministère en charge du foncier, ce qui démontre de l'appui qui s'est progressivement consolidé au cours du temps et d'un directeur qui, pendant plus de 10 ans, a assuré la direction de l'Observatoire foncier. Et donc, la stabilisation dans le temps d'un large réseau de soutien à l'Observatoire du foncier à Madagascar a favorisé sa mise en œuvre et son opérationnalisation. Aussi, à partir de 2010, l'Observatoire a bénéficié d'une diversité de financements, comme le ministère des Affaires étrangères français, l'Agence française de développement, la coopération suisse ou encore le FIDA. Et cette diversification des sources de financement garantit à l'Observatoire une certaine indépendance à l'égard des acteurs qui le financent et contribue à sa durabilité. L'autre exemple donc, concerne l'Observatoire du foncier au Mali, qui a été créé en 1994 et a été contraint de fermer en 1998. À la différence de Madagascar, la fragilisation progressive du réseau de soutien initial n'a pas permis à l'Observatoire de prendre corps et de perdurer. Cela s'est notamment matérialisé à travers le manque de soutien politique lié à des changements d'équipe au niveau du ministère du Développement rural, peu de temps après la création de l'Observatoire, et également à l'arrêt des financements de l'Agence française de développement en 1998. Donc, dans le cas de l'Observatoire du foncier au Mali, une partie des acteurs qui étaient initialement impliqués dans le projet et qui étaient attendus pour l'appui et l'opérationnalisation de l'Observatoire, tels que l'AFD et les décideurs du ministère, ont rapidement déserté, entre guillemets, le projet, précipitant la fermeture de l'Observatoire. Un autre point qu'on peut soulever est le fait que l'Observatoire était financé par un unique bailleur de fonds.
Et donc, l'arrêt des financements de l'AFD a eu pour conséquence directe la fermeture de l'Observatoire foncier au Mali. Monsieur Cointin, vous avez 3 minutes. Parfait. Mais en amont de cette fermeture, en fait, dès le début, dès le lancement de l'Observatoire, ce montage financier a eu des impacts négatifs sur les activités de l'Observatoire et sur son indépendance. Par exemple, certains membres de l'équipe de l'Observatoire foncier ont été imposés par l'unique bailleur, ce qui aurait nui donc à la constitution d'une dynamique collective, d'une dynamique d'équipe au sein de l'Observatoire. Aussi, l'obligation de résultats rapides, par exemple un séminaire national en fin de première année, répondant à une temporalité de projet imposée par le bailleur, a nuit à la qualité scientifique des travaux de l'Observatoire. D'autres facteurs permettent d'expliquer un petit peu les succès et les échecs de ces dispositifs, mais donc je n'ai pas le temps de davantage développer. Donc, en guise de conclusion, on peut noter que si les documents de projet, les notes conceptuelles, les rapports d'activité présentent les observatoires fonciers de manière relativement consensuelle, comme des outils neutres, dans la pratique, l'analyse des processus de mise en œuvre et d'opérationnalisation des observatoires fonciers révèle de nombreuses incertitudes, des blocages, des jeux institutionnels qui peuvent entraver la création ou la durabilité de l'observatoire. Et donc, la construction d'un observatoire foncier n'est pas un processus linéaire, mais c'est le résultat de négociations, de compromis et parfois même de conflits entre acteurs insérés eux-mêmes dans des contextes politiques et institutionnels donnés. On se rend donc ainsi compte de toute la complexité de mettre en œuvre et d'opérationnaliser des projets d'observatoire foncier sur le terrain et d'en faire donc des outils de promotion d'une bonne gouvernance foncière. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, j'espère avoir été clair. Merci beaucoup, Monsieur Grisland, pour votre présentation. Donc, il y a mis le doigt sur les problèmes que rencontre la mise en place d'observatoires fonciers au niveau du continent. Beaucoup de projets ayant échoué pour plusieurs raisons, notamment le manque de moyens, parce que ayant été mis en place dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds, une fois le projet terminé, donc il n'y a pas de relève. Donc, on reviendra au niveau des questions à cette importante thématique. Donc, je vous remercie beaucoup et on passe à la 4e présentation du Mali. Je ne sais pas si Dr Mamadou Koumaré est là. Oui, bonjour, je suis là. Très, très bien. Donc, M. Koumaré, vous avez 15 minutes pour présenter votre sujet sur la gouvernance foncière et respect des us, coutumes et de la tradition au Mali, cas de la commune de Mandé. Donc, vous avez la parole. Si vous avez une présentation à partager, vous êtes invité à le faire. Oui, je suis en train de chercher à partager, mais je ne vois pas mon écran. Alors, je vais essayer de vous guider. Vous allez à la présentation PowerPoint. Vous fermez les autres applications. Hein. Toute autre application, vous mettez votre le PowerPoint, vous le téléchargez. Je vais fermer toutes les applications. Ça, je l'ai téléchargé. Alors vous, sur votre écran, vous devez avoir l'écran Zoom. Oui, je vois. Votre Zoom, vous avez un milieu, un écran partagé en vert. Ah, en vert, oui. Alors, vous cliquez sur cet bouton. J'ai cliqué sur le vert. OK. Et vous mettez en... Donc, vous allez voir plusieurs choix. C'est partager la fenêtre, je pense. Ça dépend des... En principe, ça doit venir. Je vois des bases avancées, fichiers.
C'est Vous bon? voyez, vous avez mis partager écran. Oui. Et ça vient. Donc, vous mettez juste en mode plein écran. Mode plein écran. C'est bon? C'est bon? Chez moi, ça n'apparaît pas encore en plein. Bon, Oui. c'est bon. Vous avez la parole, professeur. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je me nomme Dr Mamadou Koumaré. Je suis ancien chercheur à l'Institut de sciences sociales et religieuses de Bamako, Mali. Ma communication va porter sur la gouvernance foncière, respect des us, coutumes et de la tradition au Mali, cas de la commune demandée. La communication est articulée autour de 4 points. Une introduction, la présentation de la démarche méthodologique, la présentation et discussion des résultats et une conclusion que nous terminons par formuler des recommandations. En guise d'introduction, nous retenons que le Mali connaît des régimes fonciers, les régimes modernes de droit positif et les régimes coutumiers. Il se trouve que 80% des terres sont soumises à la préemption du régime coutumier et ces terres sont dédiées exclusivement aux activités agro-silvo-pastorales. Donc, le secteur agricole fait travailler plus de 80% de la population active et contribue pratiquement à la moitié du PIB. Donc, malgré cette situation, de plus en plus au Mali, les fonciers coutumiers connaissent en tout cas beaucoup de conflits, beaucoup de différends, et surtout aussi connaissent les phénomènes de l'accaparement des terres et surtout aussi d'expropriation. Donc, tous ces facteurs ont amené les autorités maliennes à mettre en place des réformes afin en tout cas de sécuriser en tout cas les fonciers coutumiers. Donc, notre questionnement consiste surtout à interroger ces réformes. Dans un premier temps, donc, nous posons la question de savoir comment les deux régimes fonciers coexistent. Quelles sont les mesures de réforme entreprises au Mali pour la prise en compte, n'est-ce pas, des modes de gestion foncière régis par les us et les coutumes? Comment ces mesures sont perçues par les populations? Quels sont leurs effets ou impacts? Et aussi, quelles sont les propositions de solutions pour une meilleure sécurisation du foncier coutumier? Par rapport à notre débat méthodologique, donc nous nous sommes basés sur d'abord dans un premier temps la recherche documentaire. À ce niveau, nous avons surtout exploité des ouvrages articles sur le foncier, afin en tout cas de définir les fonciers coutumiers au Mali, en particulier de façon générale. Ensuite, nous avons surtout exploité les documents officiels, notamment les lois, les décrets, les arrêtés sur les fonciers, afin de faire ressortir de façon exhaustive l'ensemble des réformes qui concourent à la sécurisation du foncier coutumier. Donc, dans un deuxième temps, nous avons fait des enquêtes de terrain, notamment dans la commune où on demandait, qui est une commune qui est située dans la périphérie de Bamako. En tout cas, c'est un vieux site où encore les pratiques traditionnelles préparent. Donc, ça nous donne vraiment de la matière. Au niveau de ces 5 villages, nous avons choisi 13 villages sur les 25 qui consiste à mettre en place au niveau de chaque village des commissions foncières de village uniquement pour vraiment gérer les fonciers coutumiers. Donc, nous avons en tout cas choisi 4 membres par. Professeur Mamadou, excusez-moi, on a des problèmes pour vous entendre bien. Donc, si vous avez un dispositif, essayez de le mettre, de le régler, parce qu'on a des coupures de son. Hein. Je n'entends pas bien. Ça se coupe là. Ça se coupe. Hein. Je peux continuer? Allez-y. Oui, donc je disais que nous avons choisi 4 membres par commission. Les commissions, généralement, la taille c'est de 5 à 8 personnes. Ça atteint rarement 10. Donc, ce qui nous fait une cinquantaine qu'on a complété avec des élus. Pour aller plus vite, par rapport à l'analyse des données, nous avons surtout une action sur la thématique, donc en fonction vraiment de l'échange de. Maintenant, en ce qui concerne les résultats,
comme je l'ai dit, nous mettons l'accent sur les réformes et mesures, en tout cas d'innovation, qui concourent à valoriser ou encore à sécuriser davantage les fonciers coutumiers. Donc, pour ça, nous avons choisi 3 textes fondamentaux. Dans un premier temps, le code domanial des fonciers. Il faut signaler que ce code a été adopté en 2002 et il a été révisé récemment les mois passés. Donc, malgré cette révision, donc on voit que c'est surtout la confirmation des anciennes dispositions, en tout cas du code de 2002 encore. Donc, à ce niveau, nous avons la confirmation et la reconnaissance du droit coutumier foncier qui donne désormais à la délivrance d'un titre opposable au tiers. Il faut signaler qu'auparavant, il n'y avait aucun document là-dessus. Donc, ce qui fait que les détenteurs, en tout cas, des terres coutumières, étaient laissés vraiment à la merci de n'importe qui. Donc, nous avons à ce niveau également les conventions coutumières. Donc, nous savons qu'en milieu rural, c'est des conventions qui règlent soit la gestion du foncier, en même temps la gestion des ressources naturelles. Donc, désormais, l'État reconnaît et confirme ces conventions. Par rapport à la loi sur les fonciers agricoles, il y a aussi l'une des réformes par rapport au code domanial. À ce niveau, nous avons la délivrance d'une attestation de détention coutumier ou encore d'une attestation de possession. Comme je le disais tout de suite, il n'y avait aucun document désormais. Les paysans peuvent avoir en tout cas une attestation qui montre que vraiment ils détiennent en tout cas une parcelle ou encore vraiment ils possèdent telle ou telle parcelle. Et aussi, ces parcelles-là sont cessibles au tiers. L'une des réformes, c'est également l'implication des chefs de village. Tout de suite, je parlais des commissions foncières villageoises. Donc, généralement, ces commissions-là sont pilotées par des chefs de village et composées par des leaders coutumiers, plus aussi un représentant vraiment du conseil municipal. Donc, désormais, c'est l'instance en tout cas qui gère tous les problèmes fonciers au niveau communautaire. Nous avons également, donc, je l'ai déjà dit par rapport aux commissions foncières, on va continuer pour gagner du temps. On peut aller au niveau de la loi portant charte pastorale au Mali, qui a été adoptée aussi. Donc, à ce niveau, nous avons la reconnaissance juridique des conventions locales au village. Auparavant, chaque fois qu'il y avait un conflit foncier, donc directement, on se remettait à l'arbitrage d'un tribunal. Donc, désormais, donc, on doit passer par ces conventions locales-là qui ont en tout cas une reconnaissance juridique. Donc, ce qui fait que de plus en plus, on recourt à ces instances en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, notamment les questions d'aménagement, les questions d'établissement des caractères de la transhumance, ce qui fait que nous avons la qualification des paysans et des élèves. Donc, toujours par rapport à nos résultats, comment ces réformes sont faites par les populations, notamment les membres des commissions foncières du village. Donc, comme résultat, nous avons les membres de ces commissions foncières n'ont pas tellement connaissance des efforts que l'État malien fournit depuis plusieurs décennies. Effectivement, donc, c'est des réformes qui sont carrément ignorées par les populations rurales. Aussi, il y a une multitude, en tout cas, de types de propriétés. Donc, ces mêmes populations-là confondent ce type de propriétés, ce qui, en tout cas, les rend la vie beaucoup plus difficile. Aussi, donc, il y a aussi une conséquence du fait que vraiment, ils exploitent très peu ces dispositions-là, puisqu'ils ne les connaissent même pas. Ensuite, également, il y a notre problème, le fait qu'ils n'ont pas tellement confiance au texte. Donc, ces réformes, malheureusement, les populations n'ont pas tellement confiance à ces textes. À plus forte raison, les gens qui sont vraiment en charge vraiment de mettre en place ce texte. Donc, je trouve aussi que les procédures sont longues et complexes. Toute chose vraiment qui les décourage, n'est-ce pas, à utiliser davantage les dispositions pour sécuriser leurs foncier. Donc, en ce qui concerne les impacts et limites des réformes, quels sont les impacts selon les effets de ces réformes? Donc, on peut dire que les réformes ont permis la révision d'anciens textes. Effectivement, je l'ai déjà dit aussi, le code domanial foncier a été révisé, de moi pensé tout près. Il y a aussi la mise en place de nouveaux textes. Donc, aussi, ça permet de réorganiser les services domaniaux, donc avec des regroupements. Donc, on sait qu'en tout cas, permis la diminution du nombre d'acteurs et aussi qui a vraiment allégé les procédures. Maintenant, quels sont les facteurs qui ont fait que les réformes n'ont pas vraiment donné les résultats escomptés? Nous avons la méconnaissance des textes d'innovation par les populations, je l'ai dit, la lenteur dans la prise congé des tests complémentaires. Le plus souvent, quand l'État prend en tout cas des lois, des arrêtés, voire même des politiques sectorielles, il y a des tests communautaires vraiment qu'il faut mettre en place pour que vraiment ces réformes puissent donner les résultats escomptés. Malheureusement, ces documents-là ne sont pas vraiment mis en place à temps. Donc, ceux qui jouent vraiment sur en tout cas, les résultats escomptés.
Nous avons également les femmes du suivi ou l'ensemble du suivi de l'application. Effectivement, il y a des réformes, mais malheureusement, il n'y a pas de résultats en la matière. Nous avons aussi relevé la multiplicité des acteurs et des titres de propriété ou de possession. D'ailleurs, on parle de titres de propriété, on parle de titres de possession. Donc, ce qui est vraiment beaucoup plus compliqué pour les pays. Nous avons aussi relevé la faible harmonisation entre les lois sur les fonciers au Mali. C'est vrai, il y a beaucoup de textes, et surtout il y a eu des efforts en tout cas pour entreprendre une réforme. Malheureusement, il n'y a pas tellement d'harmonie entre ces différents textes. Nous avons aussi relevé l'incident d'activité selon le programme de légalisation. Effectivement, on l'a dit. Les populations vraiment ignorent ces réformes parce que quelque part, il n'y a pas eu suffisamment d'activités de légalisation, de sensibilisation sur ces textes. Nous avons également relevé l'absence de leadership. Parfois, il y a des tests que l'on doit mettre en place. Bon, peut-être que ça concerne plusieurs départements ministériels. Malheureusement, ces départements, c'est là, donc il n'y a pas de leader finalement. La mesure vraiment n'est pas effective. Professeur Mamadou, vous avez 2 minutes. Ok. En conclusion, nous disons qu'il y a 2 régimes de régimes foncières qui opèrent au Mali, à savoir les régimes fonciers positifs sur le régime droit de coutumier. Donc, l'État a entrepris des mesures. Malheureusement, ces mesures, bien qu'elles soient des États avancés, n'ont pas donné les résultats conséquents. Par conséquent, donc, nous avons essayé vraiment de formuler des recommandations, entre autres, mettre en place une stratégie de communication sur les réformes foncières auprès des populations, notamment rurales, mettre en place une stratégie de livrage des attestations de détention des droits fonciers coutumiers ou de possession foncière, développer des projets ou programmes de mise en place de commissions foncières et de formation des membres pour assurer la délivrance massive des attestations et détention des droits coutumiers, et venir de mettre en place des mécanismes de financement du fonctionnement des commissions foncières villageoises. Aussi, comme mesure, mettre en place une administration foncière cohérente dotée d'un personnel compétent. Parfois, les personnels vraiment dédiés pour la gestion du foncier vraiment ne connaissent pas, ne maîtrisent pas trop le texte. Mettre en place un cadre de coordination et de concertation entre les différents acteurs, encourager la signature des chartes pour compensation locale villageoise, aussi impliquer les commissions foncières villageoises dans la transaction foncière. Donc, c'est un élément important afin diligenter l'élaboration conjointe des textes d'application de réforme et clarifier le leadership ou le portage. Merci de votre aimable écoute. Merci beaucoup, professeur Mamadou, pour votre présentation. Avec cette présentation, donc, nous arrivons à la fin de présentation prévue dans cette session. Et comme je l'avais dit, nous avons du temps pour des questions-réponses. Vous avez 2 modes pour poser votre question. Levez la main pour qu'on vous voit, que vous demandez la parole ou vous posez la question au niveau du chat. Il y a déjà des questions qui ont été posées au niveau du chat. Donc, en attendant que les choses se mettent en place, j'ai déjà quelques questions à poser. Professeur Abdelwahed El-Idrissi, concernant l'identité. Donc, si j'ai bien compris, vous m'entendez, professeur Idrissi? Oui, je suis avec vous. Donc, si j'ai bien compris, au niveau de notre pays, au Maroc, l'identité n'est pas encore prise vraiment en compte dans la planification urbaine. Est-ce qu'il y a un espoir avec le nouveau modèle de développement économique que les choses vont changer et que vos préoccupations, notamment que vous avez relevées d'après vos recherches, vont être prises en compte dans les prochains plans d'urbanisme que j'appellerai de nouvelle génération? Donc voilà une première question pour démarrer, en entendant que les mains se lèvent ou les questions que se posent au niveau du chat. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà une question sur le chat qui est posée comme suit. Qu'est-ce qui manque pour assurer une planification urbaine intégrée au Maroc? C'est ça. Mais ça rejoint un petit peu votre question, Sidi Moulali. On ne peut pas dresser, bien sûr, un tableau noir, puisque plusieurs avancées ont été enregistrées.
Il y a plusieurs réflexions sur comment faire mieux, comment faire autrement en matière de planification urbaine. Mais on est d'accord, tout le monde reconnaît qu'il y a un certain nombre de déficiences à juguler, notamment la méthode utilisée en matière de planification urbaine. Vous savez que dans le domaine de l'urbanisme, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus utilisée qui porte sur le zonage, sur les symétries, sur les formes géométriques types, etc., lorsqu'on fait un plan d'aménagement, lorsqu'on fait un schéma directeur, etc., ça s'appelle le fonctionnalisme ou le progressisme fonctionnaliste. Ce courant de pensée est largement dépassé dans plusieurs pays. Donc, on doit marquer quand même une rupture par rapport à des formes esthétisantes, à des formes parfois monumentales dans un plan d'aménagement, alors qu'il marque un contraste, un grand contraste entre la réalité des lieux, entre le foncier, entre le parcellaire, entre les dynamiques urbaines, entre le niveau d'ambition de la planification urbaine par rapport au plan, par rapport au dessin. Donc, le premier point à revoir, c'est la méthode. La méthode d'élaborer le plan, les logiques derrière, les principes et les règles derrière la conception des documents. Bien sûr, on manque d'un système normatif, parce que lorsqu'on fait un document d'urbanisme, lorsqu'on fait une planification urbaine, il y a ce qu'on appelle un référentiel. C'est juste une circulaire ministérielle, c'est-à-dire un document qui n'a pas d'effet juridique, mais c'est un document de référence. Ce document de référence également, c'est un document fonctionnaliste. Tant de population, ça mérite ou ça renvoie à tant de besoins en termes d'équipement, en termes d'équipement, ceci, cela. Nous n'avons pas un système normatif intégré, cohérent, je dirais même clairvoyant, qui permet de concrétiser les fonctions urbaines, de diversifier les bases économiques et d'avoir une visibilité par rapport à l'identité urbaine, par rapport aux spécificités des lieux. D'autres éléments manquent énormément par rapport au benchmark international, c'est la question des financements de l'urbanisation. Malheureusement, il y a des recommandations récurrentes, à savoir la création d'un fonds de financement pour l'urbanisation à l'échelle des régions, à l'échelle des communes, etc. Malheureusement, cette recommandation ne se trouve pas encore sa voie pour être concrétisée. Donc, il y a un problème sur le plan financement, parce qu'on fait des plans, mais le financement ne va pas avec. Également, sur le plan institutionnel, nous n'avons pas d'institution à part entière qui maîtrise le foncier. Donc, il y a plusieurs institutions, il y a un certain nombre de cloisonnements. Je fais des nuances parce que ce n'est pas un tableau noir, comme j'ai dit au départ. Et il y a beaucoup d'efforts en termes de rattrapage sur le plan législatif, en termes de gouvernance urbaine. Il y a le nouveau modèle de développement, et des nouvelles réflexions pour faire mieux. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas cette institution qui peut être une agence foncière régionale, une agence foncière provinciale, une agence foncière urbaine, une institution qui peut maîtriser, centraliser l'information, gérer l'information et mettre l'information mobilisable, c'est-à-dire rendre les documents, rendre les procédures et les processus en matière des fonciers, également en matière de planification urbaine. Sidi Mounali, il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs manières de faire l'urbain ou de produire l'urbain. Il y a les projets intégrés, ce qu'on appelle les grands projets urbains. Il n'y a pas uniquement le plan à concrétiser partie par partie, à réaliser partie par partie. La ville se produit par des lotissements, par des groupes d'habitation, par des projets, etc. Mais également, il y a l'urbanisme de projet. Le grand projet de Bourgreg, le grand projet de Machika, le grand projet de Mazagan. Il y a énormément de grands projets, c'est-à-dire faire la ville à travers des projets urbains par entière, avec une identité, avec une logique de réalisation de projets. Mais le point essentiel, le point névralgique sur lequel j'ai essayé de mettre la lumière, c'est-à-dire la question de l'identité. On fait des plans, mais malheureusement, on reconduit un certain nombre de logiques, un certain nombre de principes, un certain nombre de règles de jeu
pour concevoir les plans et pour réaliser ces plans. Et malheureusement, on relègue la question de l'identité, on la relègue au second plan et on ne peut pas faire de planification urbaine lucide, perspicace, en l'absence de cette vision, en l'absence de cette identité, parce que c'est l'identité qui permet de définir les fonctions urbaines, qui permet de définir les pistes de développement, qui permet d'orienter le développement urbain vers tel ou tel sens. Voilà, c'est l'idée principale. Merci beaucoup, Saïd Ouahed, pour votre réponse. Donc, j'invite Monsieur Innocent. Je pense qu'il a des questions. J'ai vu chaque intervenant à répondre aux questions qui lui ont été posées sur le chat. Donc, Innocent, vous avez la parole. Donc, pour répondre. Merci infiniment. Merci beaucoup et merci à Madame Maria qui a un peu posé le problème de la Banque africaine de développement. Je suis très, très ravi de l'apprendre. Mais aujourd'hui, la question culturelle est une question cruciale parce que c'est pour ça que notre direction de la recherche et de la formation est conduite par Diallo Ahmed. Ce département est en train de travailler sur la mise en place d'une étude et de recherche sur les bonnes pratiques foncières, voilà, liées à la culture, liées aux coutumes, liées aux collectivités territoriales, pour que nous puissions quand même réduire la peine des jeunes et des femmes, des enfants qui sont confrontés à ce problème d'héritage dans nos communautés. Donc, nous restons ouverts et nous savons que nous sommes également, pour régler cette question, nous sommes également avec la Fédération des autorités traditionnelles d'Afrique, dont le président que je remercie ici, la Majesté Kim Fumu, qui est avec nous. Donc, dans ce cadre-là, nous avons déjà entrepris des actions pour que cette étude-là se passe super bien, pour qu'on puisse aller détecter les pratiques, les bonnes pratiques que les jeunes, les femmes, les enfants peuvent quand même utiliser pour avoir une facilité d'accès à leur héritage foncier et une facilité d'accès également au foncier en général. Donc, je crois que globalement, c'est ce que je peux déjà dire à Madame Maria. Donc, nous restons ouverts et pour continuer les conversations avec la Banque africaine de développement, voilà, avec l'ensemble des traditionnels d'Afrique. Pour votre réponse. Donc, je donne la parole maintenant à M. Cointin. Je pense qu'il a une question. Pourquoi, sur le plan national, il est souvent difficile de financer les observatoires du foncier? M. Cointin. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la question de Monsieur ou Madame Ngana. Je ne vois pas le prénom. Alors, c'est une très bonne question. Rapidement, je dirais deux raisons principales. La première, d'un point de vue très pratique, c'est bien souvent le manque de disponibilité de ressources financières au sein des organisations qui portent les projets d'observatoire du foncier, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des ONG ou organisations de la société civile qui portent ces projets. La seconde raison, ça peut être aussi un manque de volonté politique. Par exemple, il existe en Afrique des observatoires du foncier qui sont portés par des organisations de la société civile. Je pense notamment à un observatoire du foncier, l'Observatoire national de la gouvernance foncière au Sénégal, qui est un observatoire qui a été mis en place par les organisations de la société civile sénégalaise à partir de 2015 et dont l'un des objectifs principaux est de faire de la remontée d'informations pour alimenter le plaidoyer des organisations de la société civile afin de lutter contre les accaparements fonciers au Sénégal. Et donc, dans ce schéma, dans ce modèle d'observatoire du foncier, on
comprend assez bien pourquoi un État aurait quelques réticences à donner, à louer des fonds à un observatoire du foncier qui a ce rôle un petit peu de veille, d'alerte et de contre-pouvoir. Donc voilà, de manière très pragmatique, un manque de ressources. Nous avons des problèmes. C'est Quentin, on ne vous entend pas. Mais aussi parfois un manque de volonté politique que je pouvais évoquer. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez là? J'ai fini mon intervention, c'est pour ça. Je ne sais pas où vous en êtes arrêté, peut-être que ça a coupé avant. Allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Grisin. Oui, donc j'ai fini ma réponse. J'ai évoqué la question du manque de ressources financières au sein des organisations ou le manque de volonté politique de financer certains observatoires, notamment ceux portés par des organisations de la société civile, par exemple. Très, très bien. Donc, c'est parfait. Donc, on comprend bien que le financement, la non-maîtrise des sources de financement constitue vraiment un obstacle au niveau des observatoires qui sont un outil de partage de l'information, donc qui aide à la transparence. Et parfois, cette transparence n'est pas la bienvenue pour certains. Donc, je passe maintenant au professeur Mamadou. J'ai une question. Professeur Mamadou, vous m'entendez? Professeur Mamadou? Oui, je vous entends. Oui, j'ai une question. Est-ce que, Oui. D'après votre recherche, Oui. Justement, je reviens à cette question de financement extérieur, Oui. Sachant que peut-être au niveau du Mali, vous avez aussi bénéficié d'un apport de financement extérieur pour la réforme des réformes foncières qui ont été entreprises, notamment au niveau du MCA, etc., ou d'autres. Est-ce que ça a eu une influence justement sur la prise en compte des us et des coutumes dans le bon ou le mauvais sens dans votre pays et dans le cas de l'étude que vous avez réalisée? En fait, c'est une bonne question. On peut dire que ça y est un effet dans le bon sens. Comme je l'ai dit, d'autant plus que quand on prend le Mali, nous avons un fleuve qui traverse pratiquement tout le pays. C'est l'un des pays les plus vastes de l'Afrique. Donc, c'est des terres aménageables. À un moment donné, il y a eu un développement vraiment différent de l'accaparement des terres. Donc, avec l'arrivée même des étrangers vers les terres agricoles. Donc, avec l'appui des ONG qui ont beaucoup aidé l'État à mettre en place le nouveau code domanial du foncier. Donc, qui renforce en tout cas la gestion coutumière du foncier. Par exemple, quand on prend la mise en place des commissions foncières villageoises, dans les anciens codes, ce n'était pas mentionné. Maintenant, avec le nouveau code, donc l'accès est mis sur ça. Donc, toute gestion foncière au niveau d'une communauté doit passer par cette instance-là. Donc, quelque part, je peux dire que ça a plutôt un effet positif avec l'appui en tout cas du monde. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse. Moi, je ne vous cache pas que j'avais des problèmes de son. Des problèmes de son. Je ne vous entends pas très bien. Sinon, je peux reprendre. Hein? Si le micro. Oui, ça se coupe. Sinon, je peux reprendre. Je ne sais pas quel est le. Donc, je disais que dans le bon sens, les financements extérieurs, notamment le financement des ONG, qui ont beaucoup aidé l'État malien à adopter le nouveau code domanial des fonciers. Et il se trouve que ce nouveau texte-là renforce la gestion coutumière, notamment avec une disposition qui dit que désormais toute gestion foncière au niveau d'une communauté doit passer par les commissions foncières villageoises.
Ils sont en tout cas pilotés par le chef de village, assistés en tout cas des leaders coutumiers, et aussi avec les représentants des jeunes et des femmes, puis aussi un élu local, notamment un membre du conseil municipal. Donc, de ce côté-là, on peut dire que vraiment, ça a vraiment une effet positif. Sinon, comme je l'ai dit au Mali, vraiment, au début, à un moment donné, on s'est vraiment confronté vraiment à l'accaparement des terres. Comme je l'ai dit, c'est tout, il y a des terres agricoles, notamment à Minana, au long du fleuve Niger. Donc, il y a eu beaucoup d'étrangers au moment donné, en tout cas, qui ont voulu, en tout cas, déposer le président de l'air français. Très, très bien. Donc, bon, oui. S'il y a d'autres questions à poser aux intervenants, est-ce qu'il y a des mains qui sont levées? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une main, M. Ahmed Diallo. M. Ahmed Diallo, vous avez la parole pour poser votre question. M. Ahmed Diallo, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Merci. Donc, j'avais une petite contribution par rapport à la présentation de Innocent. Donc, Antoine, je suis doctorant en droit foncier à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà, je suis actuellement au centre Nelga, Afrique de l'Ouest francophone. Donc, il a parlé, Antoine, il a parlé de renforcement de capacité des jeunes, donc qui pourrait être bénéfique pour l'héritage, dans le processus de l'héritage foncier en Afrique. Je pense que c'est une question intéressante. Mais le problème qui se pose avec le renforcement des capacités, d'abord, on n'a pas un cadre spécifique qui permet en fait, de favoriser ce renforcement de capacité. Donc, on a une absence de cadre spécifique, un cadre idéal pour le renforcement de capacité des jeunes en matière foncière. Je pense que le Youth Initiative for Land in Africa est un cadre qui est récemment mis en place. Je pense qu'il manque un soutien sur le plan technique, sur le plan financier, qui permettrait vraiment d'avancer dans ce sens-là. On parle de formation, on parle de renforcement de capacité, mais ça se limite le plus souvent au niveau des universités. Et cela, je pense que c'est une lacune à corriger, parce que tout simplement, il y a en Afrique actuellement des dynamiques des jeunes, des femmes en matière de renforcement de capacité, mais forcément, il y a un problème de cadre qui se pose, un cadre idéal qui permettrait vraiment de renforcer les capacités des jeunes, des femmes dans le cadre de la gouvernance foncière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ahmed. Donc, vous avez soulevé le problème de capacité, le développement de capacité au niveau de la gouvernance foncière, au niveau des jeunes, au niveau des femmes. C'est la raison d'être du NELGA. Donc, il y a des sessions qui vont être réservées à ce problème. Et j'espère ça va contribuer, notamment avec l'initiative du LA, à surmonter cette difficulté de renforcement des capacités. Donc, nous avons 3 minutes. Je pense que c'est le temps de conclure, sauf s'il y a d'autres mains levées. Sinon, je dirais que avec les présentations qu'on a eues sur l'identité au niveau de la planification urbaine, présentée par Saad Wahed, nous avons du pain sur la planche pour justement prendre en compte cette identité dans nos projets de planification, que ce soit au niveau des villes et autres. Nous avons des questions de développement des capacités, justement, notamment des jeunes, des femmes, pour qu'ils soient conscients de leurs droits, qu'ils puissent les défendre. Beaucoup de choses se passent au niveau des pays, des réformes foncières. On a vu au niveau du Mali où, effectivement, les réformes ont pris en compte les coutumes, le droit coutumier, et ne pas faire table rase sur ce que nous avons acquis dans ce domaine. Et pour ce, le partage de l'information est un élément très important et c'est la raison d'être des observatoires fonciers, malheureusement sans maîtrise des financements. Ce problème
reste entier. J'ai vu une main levée, c'est celle de Mouhal Ayachi, professeur Mouhal Ayachi. S'il veut intervenir, nous avons 1 ou 2 minutes avant la clôture de cette session. C'est Mouhal Ayachi. Merci, monsieur le cher, mais c'est bon. Tout ce que je voulais ajouter, vous l'avez dit maintenant lorsque vous êtes en train de résumer. Donc, je suis bon, c'est bon. Très, très bien. Donc, nous allons conclure. Avant de conclure, j'appelle les participants, les intervenants à mettre en on leur vidéo pour qu'on puisse prendre une photo de cette session. Donc, si vous pouvez mettre chacun sa vidéo en on, ça sera une très bonne chose et permettre aux rapporteurs, je pense qu'il y a un rapporteur de cette session, je pense qu'il y a une assistance technique, de nous permettre de prendre une photo de cette belle session que j'ai eu le plaisir de Thierry, de présider. Donc voilà, on essaie de prendre la photo. S'il y a quelqu'un qui le fait, ou je le fais de mon côté, donc j'essaie de faire, mais je pense que si Mouhal Ayachi ou d'autres personnes peuvent le faire pour qu'on garde. J'invite Kim Islak. Kim Islak, can you please bring a group photo? Is it okay? Oui. Is it okay? Bon, donc je vous remercie beaucoup, chers participants, chers intervenants. Vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous cette matinée et on a beaucoup de plaisir à partager ces informations, ces échanges et c'est la raison d'être de cette conférence sur les politiques foncières en Afrique et j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir dans d'autres sessions et dans d'autres conférences. Donc, sur ce, je mets fin à cette session et à très bientôt.